Notre particularité, c'est que nous n'appartenons pas au monde du sport. Et c'est ce qui nous a peut-être permis d'avoir un regard différent, puisque nous ne pratiquions pas, et nous ne pratiquons toujours pas. À part Annie qui vous dira qu'elle a fait de l'aviation. Moi, j'ose à peine rappeler que j'ai fait de l'escrime quand j'étais scolaire. Mais enfin, c'est bien loin, tout cela. Alors, comment sommes-nous venus au sport, à nous intéresser au sport? Ça n'est pas vraiment une matière que les féministes privilégient en général. Chaque fois qu'on disait « mais pensez au sport, c'est très important ». Comment ça, le sport? Voyez pas du tout la relation entre le corps, l'attitude du sport et la règle qui permettait au féminisme de s'installer. Alors, nous y sommes venus dans les circonstances suivantes. C'est Annie Sugier qui regardait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone en 92 à la télévision. Et il faut se souvenir que Barcelone est une date très importante, 92, parce que l'Afrique du Sud, qui avait été bannie pendant 30 ans des Jeux Olympiques, et avait été réintégrée parce que l'apartheid racial avait été abandonné. Et Mandela, était grand sportif, était devenu le président de l'Afrique du Sud. Le stade entier l'acclamait. La presse se félicitait en disant « enfin, la fête est complète ». C'était sans savoir qu'Annie Sugier veillait, puisqu'elle a repéré immédiatement deux anomalies qu'elle nous a transmises, Anne-Marie Lizin et à moi-même. Nous formions un trio de féministes de choc. Et qu'est-ce qu'elle voit? Une première anomalie, l'Iran, forte de 40 personnes composant sa délégation, non seulement était composée que d'hommes, mais, curiosité, elle était précédée par un homme qui portait le panneau avec la mention du pays, contrairement à toutes les autres délégations qui étaient précédées par une jeune fille en short qui portait donc le panneau indiquant le nom du pays. Première anomalie. Deuxième anomalie, après l'Iran, elle commence à regarder sérieusement les délégations. Stupeur, elle en compte 35 sans une seule femme. Et la presse ne relève absolument pas cette absence de femmes. Lorsque les Noirs étaient absents, c'était un scandale. Les femmes étaient absentes, on s'en aperçoit même pas. Et c'est ce qui nous a déterminés à étudier la question et à faire en sorte qu'aux prochains Jeux olympiques, les Jeux d'Atlanta, ça ne se reproduise pas. Alors, que fallait-il faire? Commencer par s'intéresser à la réglementation. Les Jeux olympiques sont régis par la charte olympique. Donc, il a fallu commencer par potasser la charte olympique. Et on tombe immédiatement sur les principes essentiels qui sont en tête de la charte olympique. Et le principe essentiel numéro 6, que je vais vous lire pour ne pas risquer d'oublier un des termes, toute forme de discrimination à l'égard d'un pays ou d'une personne, qu'elle soit pour des raisons raciales, religieuses, politiques, de sexe ou autres, je ne sais pas trop ce que ça veut dire autre, est incompatible avec l'appartenance au mouvement olympique. Bon, on avait notre argument. On a immédiatement saisi le Comité international olympique d'une réclamation de la part de la Ligue du droit international des femmes, mais avec son, comment dirais-je, son surgé, c'est les mots anglais qui me viennent à l'esprit, on avait créé Atlanta Plus, pour bien signifier qu'à Atlanta, on comptait qu'il y ait plus de femmes. Bon,
on écrit au Comité international olympique. J'avoue qu'on a été soutenu par Madame Alliot-Marie, qui était à l'époque ministre du Sport, hein, en 1994. Et on était soutenu par de très nombreux athlètes d'importance. Le premier signataire de notre manifeste étant Éric Tabarly. On a eu les joueurs du PSG, Eddy Merckx, Carole Merle, et on pensait que l'affaire était dans le sac. On avait raison, on s'appuyait sur la charte olympique, et naturellement, on devait recevoir une réponse positive. Que nenni. Mais non, on a reçu une véritable gifle dans la mesure où Fekhrou Kidan, qui était le bras droit de Samaranch, qui était à l'époque le président du CIO, se fend d'un article de 5 pages dans la revue olympique et disait en substance, pour ouvrir son article, que comparer la situation des femmes à la cause des Noirs, c'est insulter Mandela et le peuple noir en général. On était sur le derrière, pardonnez-moi, mais tout de même, alors qu'on s'appuyait sur la charte olympique, laquelle charte avait permis d'exclure l'Afrique du Sud. Bien. Et au cours d'une conférence de presse que nous venions de donner également, on a eu une réponse irritée, c'est le moins, de la commission exécutive du Comité international olympique. Pressé par les journalistes qui, nous l'apprenons après, se régalaient de voir le CIO mis en difficulté sur ses propres principes, on leur demandait, mais pour quelle raison y a-t-il des pays sans femmes? Que répond M. Carrard, membre de la commission exécutive? Ben, si certains pays refusent d'envoyer des femmes, on ne peut pas les y contraindre. Ah bon? Et l'Afrique du Sud, il me semble bien que vous avez usé de coercition. Mais là, ça n'était plus, si vous voulez, d'actualité. Alors on a compris à ce moment-là que ces réponses furieuses montraient que dans l'esprit de ces messieurs du CIO, bon, il était inconcevable d'appliquer la loi olympique dans toute sa rigueur au profit des femmes. Et c'est là qu'on apprend, et je vais en venir à l'apartheid, puisque vous m'avez tendu la perche tout à l'heure, qu'à Téhéran, il y avait des Jeux islamiques de la solidarité. Et que ces Jeux étaient d'un genre particulier. Le président Rafsanjani, en ouvrant ces Jeux, avait expliqué leur raison d'être. Je cite, la corruption qu'entraîne la présence simultanée d'hommes et de femmes dans un même lieu. Présence simultanée d'hommes et de femmes, c'est la mixité qui est visée. Et c'est ce qui expliquait que depuis le régime de Khomeini, enfin des mollahs, eh bien, l'Iran n'envoyait plus de femmes aux compétitions internationales. Il expliquera dans la suite de son discours qu'effectivement, le costume qui était imposé pour la pratique du sport par les fédérations ne pouvait convenir à la dignité musulmane. C'est un gros livre comme ça qui a été distribué par les ambassades d'Iran qui contiennent tous ces discours dont je vous donne quelques extraits. Alors, la justification, c'est pour interdire toute forme de mixité. Mais est-ce que ce n'est pas justement la définition de l'apartheid sexuel? En 2000, on a un article qui paraît dans une revue que je ne connaissais pas, le journal Médusa, une édition spéciale en anglais, avec une interview d'une personne dénommée, alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme en réalité, Azar Majedi, qui est membre du Parti communiste iranien, probablement souterrain.
et qui explique très clairement. Quand nous visons l'apartheid sexuel en Iran, nous montrons sa similitude avec l'apartheid racial en Afrique du Sud. En effet, il ne s'agit pas d'une simple restriction du droit des femmes, mais de la ségrégation totale des deux sexes, identique à la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Et il poursuit, cette expression de ségrégation sexuelle se traduit par l'obligation absolue de par la loi, et c'est là le terme important, pour les femmes de se voiler. Souvenez-vous qu'en Afrique du Sud, ce n'était pas simplement un vœu que les Noirs et les Blancs ne se mélangent pas, mais la loi l'imposait. Et c'est ce qui a permis que l'Afrique du Sud soit sanctionnée par une convention internationale de 1973 qui a décrété que l'apartheid était un crime contre l'humanité. Et c'est le sens de la tribune que vous avez eu la gentillesse de citer. Nous demandons que la ségrégation sexuelle soit considérée au même titre que la ségrégation raciale, parce qu'elle entraîne toutes sortes de sévices et de difficultés pour les femmes, pardonnez-moi, le terme m'échappe, mais infligées aux femmes du fait de cette séparation voulue par la loi. Alors, revenons un peu au sport. Puisque l'Iran est revenu quand même aux Jeux Olympiques avec des femmes, je dirais que c'est sur notre pression. Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de s'abstenir. Pourquoi ? Parce que lorsque l'Iran et d'autres pays enverront des femmes aux Jeux Olympiques sous notre pression, eh bien, ce sera avec un costume qui les distingue des autres. Et ce costume est la marque de la ségrégation. C'est la marque de l'infériorisation des femmes parce qu'on leur impose ce qu'on n'impose pas à un homme pour pratiquer le sport. C'est que son corps soit intégralement vêtu, dissimulé, encore que parfois les collants dévoilent beaucoup plus qu'ils ne dissimulent. Donc c'est cette suggestion disons, à des exigences politiques et religieuses sont totalement contraires à la neutralité des Jeux olympiques. Pourquoi j'emploie le terme neutralité ? Parce que c'est celui qui va s'imposer. C'est que toutes ces contraintes qui pèsent exclusivement sur les femmes ne devraient pas être tolérées aux Jeux olympiques. Parce qu'en dehors de l'article 6 que je vous ai cité, le principe essentiel 6, aucune discrimination tenant au sexe, j'avais déterré l'article 40-2 de la charte olympique, 50-2, qui a changé, qui a varié. Avant c'était 50, ensuite c'était 51, etc. Je l'ai trouvé un peu par hasard, dirais-je, parce que il était caché dans la rubrique publicité. Mais son énoncé faisait que nous pouvions nous en servir en faveur des femmes. Je vous le lis là aussi pour ne pas risquer de me tromper. Aucune manifestation ou propagande à caractère politique, religieux ou racial est permise dans quelque site, lieu ou autre espace olympique. Il est évident que la tenue qui est imposée aux femmes des équipes iraniennes, par exemple, mais c'est l'Arabie saoudite et autres,
est en contradiction avec cet article, puisque visuellement, ces athlètes affichent une appartenance religieuse. C'est même ce qui justifie qu'elles soient tenues de porter ces costumes. Mais en plus, cette tenue qui est imposée aux femmes vient en contradiction avec une décision relativement récente du Comité international olympique du 6 février 2018. J'ai terminé, justement. J'ai terminé. Oui, alors donc, elles contreviennent non seulement à la charte olympique, dans l'article que je viens de vous lire, aucune manifestation, etc., lieu ou autre espace olympique, mais également à une décision récente prise qui s'intitule « L'analyse du Comité international olympique sur la question de l'égalité des sexes », qui recommande de s'assurer que les tenues de compétition reflètent les spécificités techniques du sport et qu'il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes sans justification. Alors, est-ce que notre comité d'organisation des Jeux va veiller à cela? Posez-lui la question. Alors, ces règles qui existent devrait pouvoir être appliqué au JO Paris 2024, mais encore faut-il qu'on ait la volonté réelle de préserver non seulement la dignité des femmes, mais la dignité du sport. Voilà, je pense que je termine en